Le journal. C'est l'heure du journal sur la RT Éduc à la une. Forum des institutions des cadres nationaux de certification à Kinshasa. Les travaux se poursuivent avec comme objectif promouvoir la mobilité académique et professionnelle dans la sous-région. Et puis à quelques jours des épreuves de la session ordinaire, le comité provincial de l'organisation de l'examen d'État se sont réunis ce mercredi avec Jean-Pierre Yoy, directeur provincial de la Lukunga. Objectif, bien organiser ces épreuves certificatives qui débuteront ce lundi 24 juin. Célébration ce mercredi 19 juin de la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose, une journée qui a pour objectif d'informer et de sensibiliser le grand public sur cette maladie génétique. Heureux de vous retrouver. Le comité provincial de l'organisation de l'examen d'État édition 2024 se sont réunis ce mercredi autour du directeur provincial Jean-Pierre Yoy. À quelques jours de ces épreuves, Jean-Pierre Yoy tient à mobiliser ses membres afin de bien organiser ces épreuves certificatives qui débuteront ce lundi 24 juin. Ensuite des travaux du Forum des institutions des cadres des certifications mercredi à Kinshasa. Durant 3 jours, les experts nationaux et régionaux ont mené quelques réflexions afin de promouvoir notamment la mobilité académique et professionnelle dans la sous-région. Et c'est le ministre de la Formation, Marc Ekila, qui a lancé ces assises. Regardez. Je déclare ouvert le Forum africain des autorités de régulation des cadres nationaux de certification. Le ministre congolais de la formation professionnelle et métier, maître Marc Ekila Likombo, a procédé à l'ouverture du Forum des institutions de cadres nationaux et régionaux de certification. La cérémonie s'est déroulée ce mardi 18 juin au salon Virunga de l'hôtel Memling de Kinshasa, en présence de son homologue du travail et emploi Ephraim Akwakwa, de la vice-ministre kenyane de la formation professionnelle, de la chef de service de la délégation de la gouvernance économique de l'Union européenne et de madame Eduarda Castella Blanco, coordinatrice du cadre africain de certification. Pendant 3 jours, soit jusqu'au jeudi 20 juin prochain, les experts nationaux et régionaux du continent africain vont produire des résolutions en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle de qualifications à travers les pays africains, promouvoir la mobilité académique et professionnelle, améliorer la qualité de l'éducation professionnelle et soutenir le développement de compétences adaptées aux besoins du marché du travail. Au vu de ces attentes, maître Marc Ekila a salué cette initiative et a par ailleurs invité les participants à fournir un travail de qualité. Je voudrais vous dire en chacun de vous que la République démocratique du Congo est heureuse de recevoir ce premier forum sur son sol. Étant donné que notre pays, je le considère encore comme un vaste champ d'employabilité, où le chômage de la jeunesse en particulier, cette jeunesse-là qui représente plus de 70% de la population, a difficulté d'obtenir des emplois. La formation professionnelle a toujours existé en République démocratique du Congo, mais seulement c'est l'écoulement de cette main-d'œuvre-là par faute de certification qui pose problème. Étant entendu que nous bénéficions de l'accompagnement exceptionnel de Mme Eduarda à travers son organisation, aussi de l'accompagnement exceptionnel de l'Union européenne, et je salue cette heureuse initiative. Plusieurs pays africains et de représentants des organisations régionales comme la CEAC, UEMOA ou la SADC ont pris part en présentiel à ce forum. De nombreux autres le suivent en ligne dans le cadre de la formation, du dialogue et du partage entre pairs.
Journée culturelle à l'école Bilengue dans la sous-division de Maluku 4, une cérémonie qui marque la fin des activités scolaires dans cet établissement, l'épilogue d'une année scolaire menée bout à bout avec réussite à en croire les élèves et enseignants. Regardez. Nous sommes à l'école primaire Bilengue au quartier Bita, dans la sous-division de Maluku 4, où l'ambiance est particulière, pas comme tous les autres jours. Il s'agit ici d'une journée culturelle au sein même de cet établissement scolaire. Quelques invités de marque étaient là, tels que le représentant du sous-prophète, les autorités tant militaires, aussi policières. Le président du comité de parents avait pris part à cette cérémonie importante organisée avant de boucler l'année scolaire édition 2023-2024. Musique, danse, poèmes, scénettes étaient au rendez-vous pour rendre attrayante cette journée. Vous avez vu au départ comment les parents sont venus. Cette école ici que vous voyez égorge plus de 500 élèves. Il y a des élèves qui ont quitté le lieu de Mobondo, zone rouge, sont venus ici s'installer. Dommage. Que ferais-je? L'état des bâtiments m'empêche de les recevoir. L'état des bancs, allez-y comprendre. Satisfaction totale qui découle des efforts de tous les enseignants et de parents. Chaque le 16, notre directeur et nous les enseignants, nous organisons cette journée dite culturelle. Avec les enfants que nous avons aussi dans cette école, nous sommes vraiment très joyeux. Jusqu'à fin juillet. Ce genre d'activité organisée par cet établissement scolaire démontre le niveau d'apprentissage que reçoivent ces apprenants à cette école dont les conditions ne sont pas réunies. Ces responsables demandent aux autorités du pays de leur disposer des moyens qu'il faut au profit de cette jeunesse dont nombreux sont restés orphelins suite à la milice Mobondo. Dans l'actualité, le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation et l'Association nationale des parents d'élèves du Congo, représentés par les hautes autorités, ont signé ce mercredi 19 juin un protocole d'accord au siège de la Gombe, Chanchan Motupa et Carmel Matangwa. Le Fonds de promotion de l'éducation et la formation FPF et l'Association nationale des parents d'élèves du Congo, ANAPECO, vont travailler désormais main dans la main. C'est ce qui justifie la signature de ce protocole d'accord entre les deux structures, représentées la première par son directeur général Guy Wembo et la seconde par son président David Diatezoa. Question de faire circuler la bonne information entre les deux parties. Le FPF, je vous l'ai dit, vit de cette quantité minérale qui provient directement des parents, et qui dit parents dit ANAPECO. C'est dans ce sens qu'on a voulu échanger, se donner la bonne information et mettre un cadre où on peut régulièrement continuer à échanger et s'accompagner mutuellement pour une meilleure gestion du FPF et aussi une meilleure politique d'activité sur le terrain. Dès l'entame du partenariat, les fruits sont à la portée de main. Les deux parties ont réussi la fixation du Minerval à $1 américain, question d'apporter de l'eau au moulin du FPF. Nous avons tenu à nous donner l'accord pour que, comme à son départ, le produit minéral soit fixé à l'équivalent d'une bouteille de coca. Vous vous rappellerez qu'en 2006, lorsque on a mis en œuvre cet établissement public, c'est 50 francs qui étaient fixés comme montant du Minerval qui correspondait à une bouteille de coca. Il est à noter que le Fonds de promotion de l'éducation et la formation et
la main armée du gouvernement congolais dans la matérialisation des projets de redressement du secteur éducatif en RDC. Dans un autre registre, le programme des Nations Unies pour le développement rassure sa disponibilité de continuer à travailler avec le ministère de Gens, Familles et Enfants. C'est justement ce qui justifie la tenue de ce mercredi de la rencontre entre le représentant résident pays en RDC, Damien Mama, et la ministre de ce ministère, Léonie Kandolo. Rosine Martin Bouyamba. C'est une assurance d'accompagnement que donne le représentant résident du PNUD à la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Le programme des Nations Unies pour le développement, partenaire du gouvernement congolais, dit renforcer la qualité du leadership féminin, la représentativité de la femme au plus haut point. Damien Mama salue le leadership de Léonie Kandolo, dont la vision est en un peu plus claire en ce qui concerne le rôle des femmes dans le développement de la société congolaise. On a commencé il y a quelques années un travail de certification genre des entités gouvernementales, y compris la Banque centrale et le ministère du Plan. On a fait le point avec Madame la ministre. Nous avons aussi profité pour voir l'état d'évolution de l'actualisation de la politique nationale genre. Et nous avons profité pour écouter son Excellence par rapport à la vision qu'elle a pour ce ministère et les domaines dans lesquels elle souhaite que le PNUD oriente ses appuis. Et nous avons aussi discuté du rôle que les femmes ont, un rôle très important dans la mise en œuvre du PDL 145 territoires, qui est un grand programme initié par le chef de l'État et financé par le gouvernement, et dont le PNUD assure la mise en œuvre dans 54 territoires sur 9 provinces. Nous avons fait énormément de progrès et nous devons passer à la prochaine phase qui concerne les questions d'énergie, les questions d'eau, les questions de route de dessert agricole et également la redynamisation des économies locales à travers les chaînes de valeur agricoles. Et dans toutes ces problématiques, les femmes ont un très grand rôle à jouer, dont nous avons réaffirmé à son Excellence, Madame la Ministre, la disponibilité du PNUD à travailler étroitement avec son ministère dans le cadre des prochaines phases du PDL pour lesquelles le PNUD reste très engagé. Et puis 19 juin, journée internationale de l'élimination violence en temps de conflit. Cette journée a été instituée en 2015 par les Nations Unies pour lutter contre ce fléau, mais aussi dénoncer les acteurs de ces actes. En RDC, plusieurs femmes vivant dans la partie Est sont victimes des violences sexuelles, surtout en cette période d'agression barbare du M23. Poursuite contre les homosexuels, cette instruction du ministre de la Justice et garde des Sceaux au procureur général près de la Cour de cassation suscite beaucoup de réactions. À l'instar, l'avocat Chief Chipampa dit qu'il n'existe aucune disposition légale interdisant l'homosexualité dans le pays. Pour lui, le ministre devrait d'abord initier un projet de loi dans ce sens. On l'écoute. L'État congolais est un pays laïque, mais je ne reconnais en aucune religion où on accorde ce genre de mariage. Donc ça veut dire que la conscience collective de la société congolaise ne permet pas cette façon de faire. N'est-ce pas? Mais cependant, nous vivons sans défense, sous la barbe de toutes les autorités, ces pratiques-là. Bien plus, quand vous allez dans des dessins animés de nos enfants, ok, vous vous rendez compte qu'il y en a de ceux dans lesquels il y a la promotion de ces pratiques-là. Ok, donc c'est à juste titre que le ministre a eu à enjoindre à M. le procureur général de la Cour de cassation de voir comment décourager cette façon de faire, cette forme de délinquance. Ok, entre guillemets, parce que ça dérange la société, ça choque la conscience, ça choque même le mœurs. Le droit pénal congolais ne sanctionne pas expressis verbis des pratiques homosexuelles, telles qu'énumérées par son Excellence Monsieur le Ministre, malheureusement.
Mais il y a quand même une voie de sortie, c'est l'article 176 du Code pénal congolais qui dit « Quiconque aura publiquement outragé le MERS par des actions qui blessent la pudeur sera puni d'une servitude pénale de 8 jours à 3 ans et d'une amende de 25 000 zaïres ou d'une de ces peines simplement. » Donc vous aurez à vous rendre compte que par ces dispositions, monsieur le procureur général peut déjà commencer à poser des actes. Mais vous sentez même que la disposition n'est pas adaptée. Ok? Outrage public aux bonnes mœurs, et le taux de la peine par rapport aux conséquences de cette pratique-là sur la société ne vont pas de pair. Et même l'amende pécuniaire, c'est 25 000 zaïres qu'il faut adapter, ça ne pèse pas. Or, c'est quelque chose qui dérange la société. Il y a lieu que le Parlement s'active. Que le Parlement s'active à mettre à la disposition du ministre de la Justice qui a tiré la sonnette d'alarme par sa lettre. Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, a reçu tour à tour ce mercredi dans son cabinet de travail plusieurs personnalités, entre autres l'ambassadrice du Canada, Maryse Guilbeault, ainsi qu'une délégation de la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Maria Moutoualet. Des questions liées à l'hydroélectricité ont été passées en revue au cours des audiences que le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité a accordées aux différentes délégations. Avec Maryse Guilbeault, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Canada sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Évidemment, c'était ma première rencontre depuis le nouveau cabinet. Donc, première rencontre avec le ministre. Pour le Canada, évidemment, tout ce qui est hydroélectricité, tout ce qui est électricité, on a une expertise qui est unique et je tente vraiment de renforcer et de relancer nos relations économiques entre les deux pays. Les projets liés à l'énergie, notamment celui en cours d'exécution visant à apporter de l'énergie à la ville de Cabinda et de Kisangani, ont été également évoqués lors des échanges fructueux que le ministre Teddy Luamba a eu avec la délégation de la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Au sorti de cette audience, Safia Ibrahim de l'Agence française de développement a d'ailleurs révélé la quintessence de sujets passés au peine fin. Nous avons des projets dans le secteur de l'énergie, notamment un projet qui est en cours d'exécution, qui est le fait d'apporter de l'énergie à la ville de Cabinda. Et donc voilà, on a discuté un peu de l'état d'avancement. C'est un projet que nous avons octroyé fin 2022, signé mars 2023, ratifié en juin 2023 d'un montant de 41 millions. Nous avons également évoqué un projet qui est en cours d'instruction sur la réhabilitation de 2 barrages à Kisangani, sur financement de l'AFD, l'Agence française de développement, et de l'Union européenne ici en RDC. Albert Zéphane, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, lui s'est attelé sur le portefeuille de la Banque mondiale dans ces secteurs extrêmement importants pour la République démocratique du Congo. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec son Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité pour mieux clôturer le projet le projet d'accès à l'électricité qui a donné de l'électricité, des connexions à plusieurs millions de personnes au Congo. Nous avons aussi discuté de la restructuration du projet Agri, le projet qui va mener des réformes aussi bien de la SNEL, des réformes du secteur de l'électricité, mais aussi donner la possibilité à ce secteur d'avoir des ressources humaines de qualité. D'une oreille attentive, les patrons des ressources hydrauliques et de l'électricité disent prendre en considération les enjeux de toutes les matières abordées au cours de ces différentes audiences et s'est dit conscient de défis à relever. À Kinshasa, bon nombre des routes et avenues connaissent une détérioration très poussée. Il suffit de faire un tour pour s'en rendre compte sur Colonel Ebeya, dans son tronçon compris entre les avenues des Huileries et le bureau de l'Assemblée provinciale. Ce trajet est totalement abîmé, causant ainsi la circulation difficile. Toussaint Bonda. Plusieurs artères et avenues d'importance capitale et à forte influence sont en état de délabrement avancé dans la ville de Kinshasa. Avec l'existence des tronçons impraticables et des nids de poules, la circulation est perturbée.
les véhicules, les motos et autres engins ont du mal à circuler. Les spectacles désolants sur l'avenue Colonel Ebeya dans les tronçons compris entre les avenues des Huileries et les bureaux de l'Assemblée provinciale dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Ces trajets totalement abîmés, de trous, des eaux stagnantes même pendant la saison sèche, ce qui rend très difficile la fluidité de la circulation des automobiles comme les déplorent ces passants trouvés sur place. Pour cette route, il n'y a pas moyen que les véhicules passent bien, même les motos ça passe pas bien. Partout il y a des trous, il y a des quoi que ce soit, ça ne va pas ici. S'il y a possibilité, nous demandons à nos autorités de revoir un peu pour cette route, pour qu'ils puissent arranger ça. Il n'y a pas moyen, vraiment pas moyen. Nos autorités aidons-nous à arranger cette route. Ça fait longtemps que ça demeure toujours comme ça. Signalons que l'avenue Colonel Ebeya a une importance capitale étant parallèle au boulevard du 30 juin, au centre-ville où sont établies plusieurs institutions du pays. Les usagers lancent un cri d'alarme pour exiger la réhabilitation de l'avenue Colonel Ebeya. Direction à présent le Lualaba, le pont Tchatcha est désormais ouvert au grand public. Ce pont d'une importance économique majeure relie les quartiers latins sites, soit le territoire de Muchacha dans la ville de Kolwezi. Regardez. C'est au début de l'année 2021 que les travaux ont été lancés en présence des députés provinciaux, au moment où plusieurs habitants du coin avaient de la peine à y croire. Aucune route ni passage n'existait à cet endroit du quartier latin. À en croire les habitants de cette partie de la ville de Kolwezi, même un vélo avait du mal à y passer. Grâce à la gestion rationnelle de Marie-Thérèse Masuka Saini, porte-étendard de la vision Tshisekedi au Lualaba, on peut à ces jours voir la grande transformation et parler du pont touristique Tchata, un ouvrage qui force l'admiration. bantu bananza kutraverse beko nenda wapi tunaona balabala iko bien kwa faso ya mtu kupita ta moto kupita tankinga palikuwa ni fashi palikuwa mai donc manjimo ya mingi hapo pote hapa palikuwa ni mai donc hivi panakuwa ni kupitia mama vile anatengeneza hakuna sema mtu atakuexplica sema palikuwa mzuri tunaanza kutambuka hapana palikuwa mateso yangu. Érigé dans l'objectif de désengorger la circulation routière agaçant le rond-point Mwangeji, le résultat est totalement positif en dehors de certains usagers inciviques qui s'adonnent à la destruction des séparateurs par excès de vitesse. Si pour les uns, seuls les remerciements sont exprimés, les autres estiment qu'avec l'élection. Parlons à présent de la drépanocytose ou anémie SS, une maladie du sang génétique et invisible qui touche en majorité les populations des Antilles et de l'Afrique subsaharienne. Très répandue, elle concerne environ 300 000 naissances par an dans le monde. Cette date du 19 juin a pour objectif d'informer et de sensibiliser le grand public sur cette maladie. Jessica Lutala pour le récit. 300 000 naissances par an dans le monde sont concernées par la maladie. La drépanocytose, une maladie génétique du sang qui affecte plus particulièrement la population de race noire. Cette particularité explique qu'elle est sur le continent africain la première maladie génétique affectant de la naissance de milliers de malades. Cette maladie génétique se manifeste notamment par une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d'infection. Si le traitement actuel ont permis d'augmenter grandement l'expérience de vie de patients affectés, des recherches se poursuivent pour l'amélioration du traitement à la source. La lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009 parmi les priorités de l'OMS pour la zone Afrique et occupe le 4e rang dans le traitement priorité en matière de la santé publique mondiale, après le cancer, le sida et le paludisme.
La République démocratique du Congo est parmi les pays du monde avec un grand nombre de personnes drépanocytaires et compte près de 25 millions de porteurs sains de gène S. 21% d'enfants qui naissent au Congo sont disparus. Pour traiter certains symptômes de cette maladie, les patients ont besoin de transfusions régulières de globules rouges. Et vous le savez, nous sommes en pleine saison sèche en RDC. Pendant cette période, on constate l'apparition de certains fruits saisonniers. Ces derniers participent naturellement à la prévention des maladies liées à cette saison de grand froid. Dans ce récit, nous vous faisons découvrir ces fruits saisonniers. Regardez. Alors que tous les principes nutritionnels et diététiques confirment l'apport de l'alimentation basée sur les produits bio, issus de la forêt, qui contribuent efficacement sur la bonne santé et expliquent en quelque sorte la longévité chez certains peuples, comme les Chinois et les Japonais, par rapport aux organismes génétiquement modifiés ou surgelés à la base de plusieurs maladies telles que l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, dont leur consommation reste renvoyée aux calendes grecques dans des grandes villes. Les produits forestiers lignés et non lignés, très vitaminés et protéinés d'origine biologique, comme les chenilles, les miels, les champignons, les noix, les racines, les fruits et écorces, qui constituent l'alimentation de base des populations rurales et périurbaines, négligées dans des grandes villes par la population des grandes agglomérations qu'elle considère comme archaïques et renvoyées au non évolué. Il est important de signaler que les recherches très fouillées d'Hippocrate, l'un des pères de la médecine moderne, ont prouvé non seulement l'impact direct d'une alimentation saine, sécurisée, issue des produits bio, sur la santé psychosomatique et mentale de l'homme, mais aussi explique la longévité de certains peuples, qu'il exprime dans sa phrase devenue très célèbre. Ta nourriture est aussi ton médicament. Restez avec nous pour la revue de presse. La revue de presse de ce mercredi soir est signée Gershom Yanza. Bonsoir. Bonsoir Lydie. Le VPM de l'Intérieur, il a convoqué tous les gouverneurs urgence à Kinshasa. En effet, les deux sujets retiennent l'attention des journaux parus ce mercredi à Kinshasa, à savoir la convocation des gouverneurs à Kinshasa et la démission de la ministre déléguée près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat. Sur le premier sujet, Lydie, EcoNews rapporte que tous les gouverneurs et vice-gouverneurs de province élus, même ceux n'ayant pas encore été investis par l'ordonnance du président de la République, ont été urgentement convoqué ce mercredi à Kinshasa via un télégramme signé par le tout nouveau vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani. Sur la même page, le Phare note également qu'il s'agit de la première réunion de prise de contact entre les gouverneurs de province et le chef de l'État, ainsi que avec la tutelle. Info 27 souligne que ces gouverneurs des provinces sont au cœur de la vision de développement de Félix Tshisekedi. Toutefois, pense ce quotidien, la convocation à Kinshasa des chefs des exécutifs provinciaux dépasse largement le cadre d'une simple réunion de routine pour des notifications. Entre-temps, le potentiel change de chapitre et signale que Stéphanie Mbombo Mwamba jette l'éponge après avoir été nommée par ordonnance présidentielle au poste de ministre délégué près le ministre de l'Environnement en charge de l'économie, du climat. La prospérité s'étonne de cette démission juste une semaine après l'investiture du gouvernement chuminois. Actualité.cd parle même d'une démission dans des circonstances ambiguës. Pour sa part, Congo Nouveau rappelle qu'au lendemain de l'investiture du gouvernement, le 12 juin courant, Stéphanie Mbombo avait démarré ses nouvelles fonctions sur un chapeau de roue.
Merci Gershom pour toutes ces informations parues ce mercredi. C'est moi qui vous remercie. Fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi.